Philippe Michel Klesbauer, on entend les critiques. Alors la gauche extrêmement critique, c'est insuffisant, mais même la droite a des doutes et soulève des interrogations, notamment sur la question budgétaire. Vous dites quoi? C'est un vrai tournant social? On change d'époque? Allez voter cette fois-ci toutes ces mesures sociales supplémentaires? C'est un vrai tournant social. Et le président de la République a fait montre hier soir d'une grande humilité et de beaucoup d'empathie. Et le tournant se marque bien au-delà de ce qui s'est passé cette semaine dans les rues et la semaine précédente. On voit que dans son acte de contrition, il est même allé rechercher sur des mots qu'il avait pu dire, qui avaient pu être blessants auprès de la population. Donc on voit que Emmanuel Macron est à l'écoute. Et aujourd'hui, un certain nombre de propositions que Modem avait portées, comme l'augmentation du seuil de la CSG, a été bien entendue. On voit que des revendications très anciennes, comme la défiscalisation des heures sup, ont été entendues. On voit aussi que la question du SMIC et du relèvement du SMIC a plus qu'été entendue et bien fournie. Donc nous avons un vrai tournant et nous allons l'accompagner, comme nous l'avons toujours fait jusqu'à présent, de manière à mettre en œuvre cette politique et réussir à ramener un apaisement dans le pays qu'il mérite. Adrien Quatennens, un vrai tournant, entre 10 et 14 milliards d'euros sont sur la table. On va se poser la question du coût, mais tout de même, est-ce que vous reconnaissez à la France Insoumise, ça n'est pas rien? Certains commentaires disent même qu'au fond, les syndicats n'ont rien obtenu de tel en 30 ans. D'abord, c'est bien peu de choses au regard de ce que sont les revendications des Gilets jaunes, mais surtout, il aura fallu un mois de mobilisation pour obtenir cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un tournant social, il y a juste une reculade obligatoire de par la situation qui est celle du pays. Souvenez-vous qu'il y a encore quelques semaines, il n'était pas question, quelques jours même, il n'était pas question pour Emmanuel Macron d'être flexible en aucun point. Mais hier, il a donné véritablement l'impression, en tout cas c'est l'impression qu'il m'a faite, c'est que il ne prend pas la mesure de ce qui se passe, il traite le problème comme s'il s'agissait d'un conflit social tel que ceux qu'ont pu connaître ses prédécesseurs. Peut-être se dit-il que finalement c'est le métier qui rentre et ne prend pas la mesure de la profondeur de la situation. C'est une situation, cette colère, elle était en maturation dans le pays depuis sans doute avant son ambition présidentielle. Mais l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron et sa précisément, politique, selon vous, si vous voulez qu'on regarde vraiment le détail, il y a beaucoup de choses sur la table. De la forme, mais sur le fond, moi j'ai dit il y a très peu de choses sur la table, parce qu'en réalité, le fil conducteur, le fil rouge de toutes les revendications des Gilets jaunes, quelles qu'elles soient, c'est le 2 poids 2 mesures en matière fiscale, c'est l'injustice fiscale. Et sur ce point, Emmanuel Macron ne fait absolument rien. Vous voyez que il protège toujours les mêmes dans ses annonces. Qui va payer les quelques mesurettes qu'il a annoncées? Ce n'est évidemment pas les riches et les puissants qu'il sert. Et sur le SMIC, vous avez vu qu'il a pris toutes les précautions d'usage. Ce sont des mesures qui, pour l'essentiel, ont déjà été votées. Je termine juste sur la prime qu'il incite les employeurs à verser. Soit il méconnaît la situation des petits patrons qui ne sont pas tous en mesure de verser cette prime. Et pour les plus gros, je demande comment il va faire pour les inciter. Est-ce qu'il va s'y prendre de la même manière qu'il les incite depuis 18 mois à créer de l'emploi avec les résultats qu'on connaît? Enfin, sur les heures supplémentaires, moi je juge que dans un contexte où le principal problème que nous avons dans ce pays est un contexte de pénurie d'activité, un emploi non pourvu pour 40 chômeurs, c'est pas sérieux que de défiscaliser. Ça va bloquer l'embauche. Ça c'est un argument. David Habib, sur la question de la justice, il y a quand même une mesure où si c'est pas un recul ou un reniement, c'est quand même vraiment un geste. Les retraités. Vous êtes d'accord avec votre collègue de la France Insoumise? Il n'y a rien concernant la justice sociale. Ce seuil est largement relevé. Désormais, les retraités ne verront pas en dessous de 2 000 euros leur pension, leur CSG augmenter. Quand on est socialiste, qu'est-ce qu'on dit? Au fond, c'est pas très loin de ce que vous revendiquiez tout de même. J'ai dit hier à vos collègues de la presse écrite en Béarn, je leur ai dit Emmanuel Macron a inventé le triennat. C'est-à-dire que il va nous prouver qu'en 3 ans, on peut refaire ce qu'il a défait en 18 mois. Et au nombre de ce qu'il a défait, c'est la situation de celles et ceux qui sont les plus anciens dans notre pays. Celles et ceux qui ont vécu comme une vraie agression, à la fois une offense physique, une offense morale, une offense financière, les décisions multiples qui ont été prises par ce gouvernement. À commencer par le prélèvement sur la CSG. Et dès lors que je dis ça, je me réjouis qu'il ait décidé de monter le plafond. Ça ne change rien. Sur d'autres points, la désindexation en 2019, c'est 3,5 milliards. Alors, pour ceux qui nous écoutent, la désindexation des pensions sur l'inflation. Allez-y. 3,5 milliards en 2019. C'est 5 milliards en 2020. C'est ce qu'il va prélever sur les plus anciens. Il n'y a rien sur ce dossier. Il n'a rien dit là-dessus. Et donc, aujourd'hui, moi, je comprends celles et ceux qui, dans les giratoires béarnais, s'expriment et disent à Emmanuel Macron, c'est pas suffisant. Alors,
Alors c'est intéressant parce que à l'heure où on parle de virage social ou de tournant social d'Emmanuel Macron, on le voit. Il y a que lui qu'on parle en fait. Alors, il change pas de cap, mais peut-être qu'il va plus vers des gestes sociaux. Vous êtes d'accord pour dire ça? Le cap est le même, Julien Dive, mais il y a des gestes sociaux importants sur la table. Attendez, on va faire quand même... Mais le clivage est intéressant parce que c'est la gauche qui est très critique et au fond, la droite a l'air plus bienveillante. Non, attendez, on va rembobiner le fil de l'histoire. Qu'est-ce qui nous a amené à cette situation? Un, c'est le mépris du président de la République et du gouvernement et de la majorité à l'égard des institutions. Deux, c'est le mépris du président de la République, du gouvernement et des députés de la majorité à l'égard des députés de l'opposition. Je rappelle que la proposition de loi sur les heures supplémentaires défiscalisées, sur laquelle il y avait d'ailleurs un plafond d'heures que j'avais mis dans la proposition de loi pour éviter justement les trappes à chômage, a été débattue il y a quelques mois, rejetée à plat de couture par le gouvernement et les députés de la majorité. Trois, c'est le mépris du président de la République, du gouvernement et des députés de la majorité à l'égard des Français. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une vraie impréparation à l'exercice du pouvoir par le président de la République, par ce gouvernement, par la majorité, qu'il a fallu prendre des dispositions sur étagère. Alors je salue, parce que l'honnêteté intellectuelle me pousse à saluer l'avancée positive de reprendre des mesures que nous défendons depuis des mois. Il y a des mesures qui méritaient d'être entendues. Moi, je me souviens, j'ai été élu sous une ancienne majorité, qui était la majorité socialiste. Il y avait une colonne vertébrale politique, il y avait une passion politique de servir l'intérêt général. On n'était pas d'accord, mais on arrivait à faire avancer des choses et on ne méprisait pas les oppositions. C'est ce que j'ai regretté sur ces 18 derniers mois et peut-être que nous n'en serions pas là si cela avait été opéré depuis. Allez, on va aller à l'Élysée, s'il vous plaît bien. Je vous donne la parole dans un instant parce que pendant que nous débattons, eh bien, il y a une réception, une grande réception, salle des fêtes au sein du palais présidentiel. Elsa Mondagava, vous êtes devant le palais de l'Élysée. Tous les parlementaires, à la fois les sénateurs et les députés marcheurs, mais aussi du MoDem, sont reçus. Il s'agit évidemment de faire le service après-vente de toutes ces mesures, mais il s'agit aussi de rassurer une majorité en quasi-panique ces dernières semaines. Exactement, Myriam, on a vu plusieurs députés arriver il y a quelques minutes ici à l'Élysée pour une rencontre donc avec le chef de l'État autour de 20h. Ces députés de la majorité, ils ont 3 objectifs. Déjà, ils veulent être écouter. C'est le message qu'ils viennent donner au chef de l'État, être davantage écoutés, eux qui avaient alerté il y a plusieurs mois de remontée de terrain, notamment sur la CSG des retraités. Ils ont le sentiment de ne pas avoir été entendus et de voir aujourd'hui un chef de l'État reprendre leurs propositions un peu dans la panique après cette crise des Gilets jaunes. Ils demandent donc à être davantage écoutés, eux qui sont un peu échaudés de voir un Emmanuel Macron qui consulte beaucoup d'élus locaux, de maires, de droite notamment. Écoutez la majorité, c'est le premier message que viennent passer les députés. Ces députés, ils veulent également être informés, avoir plus de détails sur le calendrier, la méthode des annoncières du président de la République. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, on a bien vu que certains avaient des difficultés à expliquer très concrètement toutes les mesures, la hausse du SMIC notamment, le calendrier sur la défiscalisation des heures supplémentaires par exemple. Ils viennent donc avoir des informations sur la méthode. Et puis ces députés, vous l'avez dit, ils veulent aussi être réconfortés. Eux qui vivent une situation assez difficile depuis 3 semaines, bousculés sur leur terrain, parfois agressés, interpellés, des députés donc qui attendent une parole rassurante du chef de l'État. C'est donc une majorité qui doute, qui est ce soir à l'Élysée, accueillie par un chef de l'État qui aura donc pour mission principale de les rassurer. Elsa Mondagava devant l'Élysée. Merci à vous, Elsa. Monsieur Michel Klesbauer, voilà, ça y est, il fallait vous rassurer. Non, pas besoin de me fond, rassurer. non, mais au fond, on se pose la question, ces députés qui sont censés être le relais du président dans les territoires, pourquoi ils n'ont pas été entendus, puisqu'ils disent qu'ils ont anticipé ce mouvement? Ils ont été sur le terrain, ils ont beaucoup écouté, ils ont beaucoup entendu. Ça fait longtemps que nous faisons remonter sous forme. Mais soit vous n'avez pas vu le mouvement, soit le président ne vous écoute pas. Surtout, m'inscrire en faux par rapport au manque de justice fiscale dont vous avez parlé. Je suis surpris que la gauche n'ait pas entendu les 3 autres choses importantes qu'a dites le président de la République hier soir. Il a parlé de la lutte contre la fraude fiscale. C'est un des moyens de financer. Ça renvoie au plan de Gérald Darmanin déposé au bureau du Conseil des ministres le 28 mars dernier. Jamais un plan aussi audacieux contre la lutte fiscale, la lutte contre la fraude fiscale n'avait été déposé. Et on le sait que ce sont des milliards d'évasions fiscales chaque année. Deuxièmement, c'est de faire payer les chefs de très grandes entreprises françaises leurs impôts en France. Et troisièmement, c'est de faire payer les entreprises étrangères qui gagnent beaucoup d'argent sur le sol français. Ce sont 3 mesures très importantes. Et le vrai tournant, il est là. Il est là, le vrai tournant. Et vous allez le voir.
Alors, Adrien Quatennens, sur la lutte contre la fraude fiscale, c'est vrai que, voilà, sur l'ISF, on le sait, il n'y a pas de rétablissement de l'ISF. On esquisse, on entend quelques, ici ou là, demandes sur une nouvelle tranche de revenus, sur les hauts revenus, ou peut-être une contribution exceptionnelle des hauts revenus, mais pour l'instant, rien n'est officiel. Hier soir et ce matin, c'est difficile, quand même. C'est vrai, mais peut-être que ça viendra dans les jours qui viennent. Adrien Quatennens. La question fiscale est vraiment le principal motif de la mobilisation des Gilets jaunes. Et c'est clair que dans ce qui a été dit sur le fait qu'Emmanuel Macron consulte des élus de droite, on a entendu parler de son potentiel déjeuner avec Nicolas Sarkozy vendredi. Moi, je trouve que dans le jeu des oppositions au sein de l'Assemblée nationale, nous, on appelait au rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, parce que pour nous, il est temps que les riches soient solidaires. Et la droite, c'est vrai, défendait à peu près avec autant de vigueur la défense des heures défiscalisées, socialisées. C'est vrai. Et donc on voit que du coup, Emmanuel Macron a choisi son camp finalement. Il a plutôt adopté des mesures de droite. Moi, je vais vous dire une chose sur la justice fiscale. On parle de 100 milliards d'évasion fiscale par an, ça fait 1600 € par an et par personne. C'est énorme. À longueur de journée, on en rabat les oreilles avec le déficit et la dette, mais si on se donnait vraiment les moyens de récupérer cet argent, on pourrait le faire. Emmanuel Macron aujourd'hui, attendez, laissez-moi terminer. Non, pour l'instant, c'est quoi? C'est une police de 50 personnes qui vont aller chasser 100 milliards d'évasion fiscale, c'est absolument insuffisant. Alors, et par ailleurs, s'il vous plaît, juste sur les mesures fiscales. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, moi j'entends parler de problème de consentement à l'impôt au sein des Gilets jaunes. C'est pas tant un problème de consentement à l'impôt que le fait de voir que l'impôt est injuste, en ce sens que c'est les contribuables les plus modestes sur lesquels l'essentiel de l'effort pèse. Pour la raison que dans ce pays, nous avons 5 tranches d'impôt. Donc tout l'effort est concentré sur ce qu'on appelle la classe moyenne. Nous proposons pour notre part un système à 14 tranches d'impôt où tout le monde paierait, vous m'avez entendu, tout le monde, mais à proportion de ses revenus. Avec ce système à 14 tranches d'impôt, on permettrait à tous les Françaises, toutes les Françaises, Français qui gagnent moins de 4 000 € par mois, et ça fait beaucoup de monde dans ce pays, de payer moins d'impôts. On va faire tourner la parole. David Sur l'impôt sur la fortune, on a entendu Emmanuel Macron nous dire hier que on avait pu vivre pendant 40 ans avec l'ISF et que si on le rétablissait, les riches partaient. Vous savez comme moi que seuls 0,15% des 300 000 assujettis à l'ISF partaient chaque année. Donc c'est un fantasme complet. Pour l'instant, ce débat est clos, en tout cas au niveau présidentiel. David, pour la cohérence politique et les gens qui nous regardent, vous allez devoir faire voter rapidement ces mesures. Il y aura un projet de loi de finances rectificatives, comme on dit dans le jargon de l'Assemblée, ou de la sécurité sociale. Ces mesures simples, vous les votez ou vous votez contre? Vous abstenez, vous les votez ou pas? Sur la CSG, même question. Sur la CSG, on votera. Vous voterez. Sur la CSG, on votera. Sur la hausse du SMIC, vous votez ou pas? Je ne sais pas si, d'abord, pour moi, personnellement, je pense que ça ne viendra pas en présentation législative, c'est d'ordre réglementaire, mais il faudra qu'on le vérifie, c'est sous réserve. Aujourd'hui, il faut que vous compreniez. Mais de la même manière, est-ce que vous votez sur la CSG? C'est intéressant de savoir, parce qu'on peut s'opposer, mais à un moment donné, on est devant sa responsabilité politique. Bien sûr, ça va soulager immédiatement. D'accord. Mais ça concerne, mais vous convenez avec moi que ça concerne très peu de monde. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne répond pas à beaucoup de Français. Les fonctionnaires, ils n'en parlent pas. Les chômeurs, ils n'en parlent pas. Les jeunes, bon voilà, il y a plein d'angles morts. C'est incomplet, c'est ce que vous dites ce soir. Ce n'est pas assez juste. C'est pas un tournant. Vous avez posé la question tout à l'heure. C'est pas un tournant. Il veut tourner la page. Il veut tourner la page. C'est pas un tournant qu'il cherche. Et aujourd'hui, il est dans une opération multiple de séduction, de contention. Mais attendez, Emmanuel Macron, quand il nous dit ça vient de loin, mais il était où, lui? Il n'était pas secrétaire général de l'Élysée, il n'était pas ministre de l'économie. Quand on écoute Richard Ferrand, mais aussi Castaner, s'exprimer aujourd'hui sur les heures défiscalisées, moi j'invite tous les Français à regarder ce qu'ils avaient dit en 2012, lorsque nous avons pris, nous, les socialistes, la décision de rompre avec le dispositif qui avait été mis en place par Nicolas Sarkozy. Ils étaient les premiers à se féliciter du renoncement à cette défiscalisation. Et aujourd'hui, ils vont nous expliquer que c'est une bonne chose et que le malaise vient de loin. Vous êtes d'accord, j'imagine, Julien Dive, là, vous peut-être rejoindre la gauche. Il y a un double discours. Je suis d'accord pour rétablir les heures supplémentaires, puisque nous l'avions défendu. Et c'est vrai qu'en période de croissance, on était en période de croissance en 2018, ça avait une certaine vertu. Malheureusement, ça a été rejeté par la majorité. Qu'est-ce que vous répondez, Adrien Quatennens, sur les trappes à chômage, sur la question? Non, ça, je suis totalement. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Moi, dans ma proposition de loi, j'avais mis un plafond, justement, d'heures supplémentaires, comme une alerte à l'employeur pour, justement, passer à l'étape suivante, recruter s'il y a vraiment un pic d'activité, et donc la nécessité de recourir là, ça reste imprécis, on ne sait pas ce qui va être voté. Moi, j'avais ça dans la proposition de loi, et d'ailleurs, je l'ai envoyé aussitôt à Gérald Darmanin pour qu'il se rappelle qu'elle a été rédigée il y a quelques mois. Moi, ce que je voudrais dire, il a raison, Adrien Quatennens, quand il dit le cœur,
la clé de voûte de nos décisions politiques doit être absolument la justice fiscale. Vous savez, à titre personnel, je dis bien à titre personnel, je considère que la suppression de l'ISF a été une erreur. Je dirais même une connerie. À titre personnel, mais moi je l'ai jamais nié ça, je revendique d'ailleurs, vous voyez. Je considère que ça a été une erreur. Pour quelle raison? Mais il n'empêche Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, on voit bien que ça n'a eu aucun impact positif sur l'économie. Par contre, moi ce que je veux, sur lequel je veux qu'on ait une alerte réelle, c'est que les annonces qui ont été faites hier, sur lesquelles certaines peuvent nous satisfaire en partie. Je dis bien qu'on est au milieu du gué, il y a encore beaucoup d'éléments sans réponse. Bien qu'on ait bien à l'esprit que ces annonces qui ont été faites hier ne soient pas les impôts que les Français vont payer demain. On va en parler tout de suite. Cela. Allez, qui va payer? C'est la grande question que tout le monde se pose ce soir, que ce soit dans commission, que ce soit dans les couloirs de l'Assemblée ou même dans l'hémicycle. Il y a beaucoup de dépenses nouvelles sur la table ou de manques à gagner en crédit d'impôt en moins, entre 10 et 15 milliards d'euros. Comment les financer? C'est Alice Rougerie qui a mené l'enquête. À peine annoncées, déjà budgétées, les mesures promises par Emmanuel Macron. Annulation de la hausse de la CSG, 2 milliards d'euros. Augmentation du SMIC, 2 milliards et demi. Défiscalisation des heures supplémentaires, 3 milliards d'euros. Prime de fin d'année, 1 milliard et demi. Coût total estimé, selon Olivier Dussopt, secrétaire d'État au compte public, 9 milliards d'euros. Et cela pourrait même être plus, selon certains observateurs. Alors comment financer ces mesures? Le président de l'Assemblée nationale a reconnu qu'elles allaient creuser le déficit. Il va nous falloir sans doute creuser le déficit pour pouvoir honorer ces engagements dans le terme qui a été fixé. Donc on accepte, à la faveur d'une crise sociale, une augmentation massive de nos déficits publics. Pas massive et strictement temporaire. 3% de déficit autorisé par l'Union européenne, une règle que la France ne respectera pas l'année prochaine, mais pour un an, pas plus, promet le gouvernement, le temps de faire des économies, notamment dans certains services de l'État. Vous allez avoir au 1er janvier quelque chose qui va s'appeler le prélèvement à la source. On en a beaucoup parlé à votre antenne. Oui. Ce qui veut dire concrètement que les fonctionnaires à Bercy qui s'occupaient de l'impôt sur le revenu, par définition, quand on va le prélever à la source, ils vont avoir moins d'activité. Ou alors c'est qu'il y a un problème. Eh bien, nous allons réduire la voilure de certains services de l'État. Réduire la voilure dans les services publics, un nouveau sujet de discorde que le gouvernement va devoir affronter. Adrien Quatennens, vous devriez dire « Enfin, bravo, ça y est, Emmanuel Macron va desserrer les taux des 3%, les taux budgétaires. » Vous applaudissez ? Non, mais ça fait longtemps qu'on dit que cette règle-là, ce carcan des traités budgétaires européens, empêche de faire ce qu'il convient de faire. Sur la question climatique, il faudra investir beaucoup dans la planification écologique. On ne peut pas le faire dans le cadre des traités. Mais vous donnez le point, là, au président de dire il faut laisser filer face à la crise, les déficits. Non, mais on peut pas mener une bonne politique. Toute la politique peut pas être basée sur le fait de faire des économies. Faire des économies, ça n'est pas une politique. On doit se poser la question de savoir de quoi nous avons réellement besoin et de comment on le met en œuvre, tout simplement. Moi, j'ai quelques idées à fournir à Emmanuel Macron, y compris en matière fiscale. Pourquoi est-ce que la majorité ne se saisit pas de l'opportunité de faire comme font les États-Unis d'Amérique, vous savez, ce pays communiste bien connu, qui pratique ce qu'on appelle l'impôt universel, qui fait que si vous partez pour des raisons fiscales, eh bien vous payez la différence entre ce que vous deviez payer au fisc américain et ce que vous payez là où vous atterrissez. C'est une idée. Il ne s'agit pas d'être dans quelque chose de confiscatoire, juste de payer correctement. Parce que le risque derrière, on le voit bien, c'est qu'Emmanuel Macron, dans son allocution de 13 minutes hier, ne rétablit pas, ça a été dit, l'impôt sur la fortune. Ni la flat tax. Ne réoriente pas l'argent du CICE, dont on voit que c'est une gabegie financière, le CICE. 20 milliards d'euros de dépenses publiques par an, 40 milliards cette année. Et compte tenu de ce que ça a permis de maintenir ou créer comme emploi, tenez-vous bien, c'est en moyenne 160 000 euros de dépenses publiques par emploi créé ou maintenu. Donc c'est beaucoup trop cher. De ce point de vue, d'ailleurs, la baisse du temps de travail est moins chère et plus efficace. Donc moi, je pense que maintenant, il faut qu'on entende raison sur le fait que on ne peut pas faire une bonne politique avec de tels carcans budgétaires. Et quand on voit une population qui est en état de souffrance comme c'est là, on ne peut pas non plus derrière dire, eh bien, pour ces quelques mesurettes, on va derrière baisser le service public. Parce que M. Griveaux, c'est ce qu'il a dit ce matin chez vos confrères. Quand on lui a demandé qui va payer, assurément, c'est pas les riches qui vont payer. Il a dit, nous allons réduire la voilure dans les dépenses de l'État. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a besoin de moins de services publics? Alors justement, on va demander aux députés de la majorité. Le consentement à l'impôt participe aussi de cela. Comment vous si les pouvez Français payent des impôts mais qu'ils voient qu'il y a de bons services derrière, il n'y aura pas de problème de consentement. Philippe Michel Klitzbauer, trouver ces 15 milliards sans que ça coûte aux contribuables français. Est-ce que vous pouvez vous engager en tant que député de la majorité pour en être le garant avec vos collègues marcheurs? Je vous l'ai dit tout à l'heure sur 3 mesures. 1, les entreprises étrangères qui gagnent de l'argent en France et qui ne payent pas d'impôts. Deuxièmement, et on se rejoint peut-être, sur des chefs d'entreprise français qui peuvent défiscaliser ailleurs et sur lesquels nous allons
travailler. Troisièmement, la fraude fiscale qui est massive. Mais mieux, c'est les efforts que nous faisons et les réformes que nous faisons qui porteront le plus de crédit. Et ça, vous savez les difficultés qu'a eu Bruno Le Maire avec cette taxe sur les GAFA au niveau de l'Union européenne. Oui, mais nous y arrivons. Julien Dive. Nous sommes tous obligés, aujourd'hui, tous, voilà. Obligés. L'Union nationale, on peut pas la faire là sur ces questions-là. Devant les citoyens français, nous ne pouvons pas, ni les uns ni les autres, ni aspirer à être des partis de gouvernement en laissant les GAFAM prendre de l'argent sur le dos des Français sans jamais rien payer. Ça, Julien Dive, au fond, c'est intéressant parce que vous avez des sensibilités différentes, mais on a envie de savoir si vous êtes. On sent que vous êtes prêt à voter certaines mesures. Est-ce que vous pouvez nous dire à combien s'élève le montant qui est en train de négocier, la fiscalité qui est en train de négocier justement Bruno Le Maire sur les GAFAM, à combien s'élève le montant qui reviendra dans les caisses de l'État? 500 millions d'euros, voilà, je vous économise 500 millions d'euros. C'est rien, c'est une goutte d'eau. Ça, c'est rien comparé aux dépenses. C'est ce qui se passait hier. Bon, moi, ce que je dis, un sérieux budgétaire, le bon sens, dans le sérieux budgétaire, moi, le bon sens paysan de l'aide me pousse à dire qu'on ne dépense pas 2 euros si on a un euro dans la poche. Donc, bien sûr que oui, il faut faire des économies avant d'investir, avant de dépenser. Ça ne nous empêche pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire des fonctionnaires en moins, ça, c'est dans les écoles, c'est les militaires, c'est les policiers. Certainement pas dans le régalien, certainement pas dans les hôpitaux. Dans les collectivités? Dans certains domaines, dans certains, notamment à Bercy, l'administration d'État. Bien entendu, dans l'administration d'État, il y a des possibilités d'économie. Vous savez, il faudrait qu'on ait 2 ministres du budget presque. Un ministre du budget qui engage et un ministre du budget qui est en fait un contrôleur de gestion qui paye les dépenses superflues. Et là, on pourrait peut-être faire des économies. Est-ce que vous vous retrouvez là-dessus, David Habib? Bien sûr, je suis pas le contraire. Comment les financer sans que ça coûte aux Français et sans toucher finalement au modèle social? Les jeunes, moi j'ai été les rencontrer, j'ai discuté. Il y a une grande conscience des enjeux politiques parmi eux. Ils ont compris. Il n'y a pas d'autre solution. Ou bien ce sera l'ensemble de la communauté nationale, et donc avec les injustices, parce qu'on demandera à ceux qui ont un peu et aux Français moyens de payer, ou bien on décide véritablement d'avoir une politique de redistribution, une politique de solidarité, et dans ce cas-là, on rétablit effectivement l'impôt sur la fortune, on prélève dans le cadre du rétablissement, ou plus exactement la suppression de la flat tax. Madame, il y a quelques semaines, nous étions quelques-uns, Julien y était, peut-être l'étiez vous aussi, la nuit, vers 4 heures du matin, on avait demandé 20 millions d'euros de plus pour lutter contre les cancers pédiatriques. 20 millions d'euros. Et vous ne les avez pas eus. Et on les a pas eus. Ce gouvernement, cette majorité, le MoDem et la République en marche, nous ont interdit d'inscrire au budget 20 millions d'euros. Et vous croyez sincèrement qu'ils auront la capacité de trouver 15 milliards en quelques jours? Alors quoi, on laisse filer? On laisse filer les déficits et on va à Bruxelles en disant il faut ouvrir les vannes, ça suffit? Macron est dans le désir de tourner la page, y compris budgétairement. Ça veut dire quoi? Quelle est votre analyse? Mon analyse, c'est que à quelques mois des élections européennes. On verra demain. Rentrez chez vous, les fêtes vont passer et ensuite on verra. Et on verra. Ça veut dire des impôts nouveaux pour tous les Français. Des impôts. Ça ne pourra se terminer que comme ça. Vous vous rendez compte de où on en est, cette question des 3% de déficit? Peut-être rappeler aux téléspectateurs qui nous écoutent comment cette règle a été fixée. Critère de Maastricht. Oui, mais ceux qui l'ont fixé nous expliquent que ça a été 3%, mais ça aurait pu être 4, 5 ou 6 finalement. Ça a été fait sur un coin de table, dit-on, dans une nuit. Bon, et aujourd'hui, comme il y a ce critère-là, tout le reste de la politique dépend du fait de passer dans ce petit trou de souris des 3%. Vous allez dans tous les secteurs de la société. Hier, je visitais encore des EHPAD, où des directeurs et des personnels me disent la même chose. On nous demande de faire des économies de bout de chandelle partout. Pourquoi? Parce que toute la politique, c'est de la comptabilité. En fait, on demande au pays de se lever d'enthousiasme pour faire des économies. Ça n'est pas une politique. Et je vous le dis même, face aux défis auxquels nous sommes confrontés, et qui dépassent, c'est clair, nos désaccords politiques. Je prends juste la question climatique, qui nous met toutes et tous au pied du mur. Il va falloir faire une grande bifurcation. Et pour ça, il va falloir un véritable pognon de dingue, et on ne peut pas le faire dans le cadre de ces 4 ans budgétaires. Donc il faut en finir. Sortir la politique pour le climat des critères. C'était ce que défend notamment Nicolas Hulot. D'où cette concertation qui démarre et à laquelle nous devons tous nous associer et à laquelle nous associons les collectivités locales, parce que cette question elle est cruciale. Les 3 fléaux qui secouent la planète, c'est la pauvreté, c'est le dérèglement climatique et ce sont les La question elle est aussi européenne, c'est ce que vous dites aussi Adrien Quatennens. Est-ce qu'il n'est pas temps au fond, à l'aube de ces élections, de sortir au fond du débat budgétaire véritablement? Est-ce que vous y êtes favorable? Est corseté par les 3% de Maastricht. La réalité c'est celle-ci, et qu'Emmanuel Macron veut absolument faire le bon élève, être le bon élève de l'Union européenne pour atteindre cet objectif. Là, ça y est, la France va
va être à 3,2 d'après Bercy. On n'y sera pas. Moi, ce que je demande à Emmanuel Macron, c'est d'être président et de présider pour les Français, avant de penser à son leitmotiv, à sa légitimité européenne. C'est tout ce qu'on demande. C'est qu'à un moment, les Français vivent mieux, qu'il y ait des réponses qui leur soient apportées, et même si ça doit faire quelques écarts aux 3% de même si on perd en poids politique au niveau de l'Union européenne. Des 3%, puisque le MoDem a toujours demandé l'inscription de la règle des 3%, la fameuse règle d'or dans la Constitution. François Bayrou est très à cheval toujours sur les déficits. Président Mélenchon, hier après-midi même, lorsque nous parlions du Brexit, rompait avec la question des 3%, donc vous ne pouvez qu'accepter cette mesure que nous prenons provisoirement. Mais Emmanuel Macron, il est surtout corseté par les promesses qu'il a faites à une classe sociale auprès de laquelle vous pouvez aussi reconnaître que vous avez fait des erreurs dans le passé, comme fiscaliser et revenir sur des choses que nous avons faites. Nous le faisons. Non seulement c'est la vie, mais c'est la vie politique de reconnaître des erreurs. Rejoignez-nous là-dessus, parce que la principale des choses, pardonnez-moi, mais la principale des choses qui s'est passée, ces annonces d'hier soir, elles font quoi? Elles sont là pour faire cesser les attaques dont la Ve République est l'objet. Non, elles sont juste là pour faire en sorte qu'Emmanuel Macron. Quand on entend des Macron d'émission, c'est pas Macron qui est visé, c'est la Ve République et vous le savez très bien. La Ve République, c'est inédit en Ve République. Allez, on va parler des institutions juste après ce débat. Ciblées tous les samedis après-midi. Pour terminer, parce que le débat touche à sa fin, on voit bien qu'on va pas vous mettre d'accord sur la question budgétaire. Je suis pas certain que François Bayrou aurait eu le même esprit de responsabilité. Il l'a montré pendant tout le long. Nous avons été à la tâche. Et d'ailleurs, regardez bien. Nous l'avons eu. Regardez bien. J'attends que vous puissiez le dire. Dans les mesures que dès mercredi, le Premier ministre a apporté, qu'il n'y ait pas de manifestation. Bon, alors justement, on va terminer sur ce cas. Julien Dive pour les Républicains, s'il vous plaît. Je ne voulais pas. C'est ce que nous proposions. Donc, dans les mesures qu'il y a, François Bayrou a énormément pesé et silencieusement comme un allié fidèle. Il est très silencieux, notamment quand il aspire à succéder à M. Philippe. J'ai pensé ce matin. Non, il dit qu'il n'est pas intéressé par le poste. Allez, on va pas parler d'un remaniement éventuel possible. On va pas faire de supputation. On va se quitter sur la mobilisation. Au fond, les Républicains, vous, Julien Dive, ce soir, est-ce que vous appelez à ce que ce mouvement cesse, du moins tel qu'il existe aujourd'hui, dans les ronds-points, dans les manifestations, dans la capitale? Pas empêcher les gens de s'exprimer. Néanmoins, on doit appeler aussi à l'apaisement. On peut pas revivre ce qu'on a vécu sur les Champs-Élysées ces dernières semaines. Les dégradations, l'Arc de Triomphe qui est tagué, quand même, ce sont des images choquantes, marquantes en fait, qu'on met pour l'opinion publique. Et tout confondu d'ailleurs. C'est vraiment une question d'atteinte à la République. Donc la question de l'ordre public, évidemment, doit rester et doit résider. On peut pas empêcher. Les gens ont aussi le désir de s'exprimer. C'est bien normal et c'est bien légitime. David Habib, rapidement, on voit les premiers sondages. Alors ils sont un peu contradictoires, mais il y a un Opinionway qui dit 54% des Français souhaitent que le mouvement s'arrête. C'est aussi votre cas au PS? Non, moi je ne souhaite pas qu'il y ait de dérives supplémentaires. Donc c'est pas le Parti socialiste qui appelle aux manifestations du samedi, ce sont les Gilets jaunes qui s'organisent. Si vous me posez la question de savoir si nous considérons qu'aujourd'hui il faut trouver d'autres voies et d'autres moyens pour exprimer cette colère, vous prendrez part dans les débats nationaux, dans les territoires. Les casseurs, je le dis oui. Adrien Quatennens, le mot de la fin. Écoutez, moi je ne suis pas organisateur des Gilets jaunes. Donc c'est à eux de décider souverainement s'ils sont satisfaits ou pas des annonces d'Emmanuel Macron. Moi j'ai fait le comparatif entre leur cahier de revendications et ce qu'Emmanuel Macron a annoncé. Pour moi le compte n'y est pas. Donc si c'était ma responsabilité, j'appellerai à la manifestation. Et j'appelle, s'il y a des mobilisations, mes amis de la France Insoumise à faire ce qu'ils savent faire. Être garant de manifestations qui se déroulent dans le bon ordre. Parce qu'il faut quand même le rappeler, la mobilisation, la manifestation c'est un droit et ça n'est pas contradictoire avec le calme. Et d'ailleurs je pense que stratégiquement les plus belles mobilisations sont réussies lorsque des gens justement qui viennent pour la première fois, viennent parfois avec leurs enfants sans prendre de risques. Quelque chose me dit que ce débat n'est pas clos. Merci infiniment à tous les quatre d'être venus sur LCP, commenter, décrypter les annonces d'Emmanuel Macron au lendemain de son discours et cette crise des Gilets jaunes qui n'est pas